Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Comme je l'ai annoncé sur la page Facebook, aujourd'hui nous allons parler d'afroféminisme et j'avais l'intention de vous en parler vraiment en long et en large du début des mouvements anti-esclavagistes au 19e siècle aux États-Unis jusqu'à nos jours. Mais je me suis rendu compte que ça ferait un épisode beaucoup trop long, donc je vais le couper en deux. Et c'était vraiment un projet ambitieux aussi pour une personne qui connaît si peu à propos de ce mouvement-là. Cet épisode viendra en deux temps. Avant d'aller plus loin, je vais faire aussi une petite notice méthodologique qui me semble absolument nécessaire, parce que moi, je ne vis pas les oppressions qui sont vécues par les femmes noires, et dans l'espace public, ce sont souvent des féministes blanches qui parlent de l'expérience des femmes noires. Par contre, je serais vraiment en dissonance cognitive complète de vous parler constamment des mouvements féministes sans jamais aborder la diversité, la pluralité des expériences. Donc, je ne vois pas pourquoi cette chaîne-là ne devrait pas parler de féminisme noir et l'intégrer au reste des mouvements féministes. Donc, sans plus tarder, nous allons nous intéresser aux travaux de Agnès Berthelot-Raffort, qui est chercheur. Donc, le féminisme noir, ce courant de pensée politique, est une philosophie émancipatrice construite à partir de la définition de l'expérience collective de la domination sociale vécue par les Africaines-Américaines. Elle s'adresse aux afrodescendantes et aux femmes noires issues des diasporas noires vivant en Europe et en Amérique du Nord. Cette théorie est surtout une remise en cause des différents systèmes qui contribuent à la production des discriminations et à l'exclusion subie par les femmes noires placées dans des contextes où elles sont minoritaires et minorisées. C'est donc surprenant, souligne Berthelot-Raffort, que le féminisme noir ne soit pas conçu comme un mouvement politique à part entière. Mais si vous suivez cette chaîne, vous êtes sûrement comme moi de plus en plus blasé du manque d'inclusion dans l'histoire. Mais force est de constater qu'on se retrouve constamment face aux mêmes problèmes en histoire parce que ce qui ne concerne pas directement les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, n'est pas considéré comme de la vraie histoire ou de la vraie politique. Et c'est très important de faire quelque chose pour changer ça, et c'est même la raison d'être de cette chaîne. Nous allons le répéter, mais le féminisme noir, c'est un mouvement philosophique, décolonial et politique crissement avant son temps. Il suggère une approche intersectionnelle en mettant en relation les notions non seulement de genre, mais aussi de classe et de race avant tout le monde. Les différents groupes féministes noirs revendiquent surtout la liberté de définir elles-mêmes qui elles sont, de leur propre point de vue, et en se basant sur leur expérience collective de l'injustice sociale. Donc, les féministes font vraiment une utilisation de la philosophie pour se réapproprier leur identité. Puis on va en parler plus tard, mais elles examinent l'héritage de l'esclavage qui a profondément marqué plusieurs générations de femmes et qui continue de le faire encore aujourd'hui d'ailleurs. Elles interrogent surtout la double oppression des femmes esclaves, parce que non seulement on les exploite pour leur force de travail, mais les maîtres blancs les ont aussi exploités sexuellement et ont profité de leur pouvoir reproductif. Puis les historiens en ont très peu parlé. Donc, l'afroféminisme propose une analyse du fondement des lois, des processus démocratiques, des règles étatiques, du pouvoir et de l'organisation des institutions, une remise en question des rapports de pouvoir, le sens de la liberté des citoyennes et la promotion de l'égalité. Angela Davis, militante originaire de l'Alabama, dont on reparlera, souligne la difficulté de trouver des écrits sur les femmes esclaves. Pourtant, elles ont toujours travaillé plus à l'extérieur que leurs sœurs blanches. Il y a aussi beaucoup de mythes sur, par exemple, le libertinage des femmes noires esclaves ou sur le soi-disant matriarcat des communautés noires à l'époque de l'esclavage. C'est vrai que l'esclavage entraîne un éclatement de la famille et une division du travail où aucune tâche n'est plus importante qu'une autre. On en reparlera encore plus tard. Sauf que 99,9% du temps, quand on parle de matriarcat, sans évoquer une communauté isolée de femmes qui vit en Asie ou en Estonie, c'est parce qu'on se méprend complètement sur les rapports de domination des sociétés dans lesquelles on vit. Et tout ce fuck-là arrive parce que ce sont les hommes qui ont produit des écrits sur les femmes, comme ce sont les Blancs qui ont produit des écrits sur les communautés noires. Puis, il faut pas oublier aussi que l'université, c'est une institution qui est fondamentalement blanche, fondamentalement masculine aussi. Puis souvent, dans les écrits qui sont produits, on sous-estime la résistance des peuples noirs contre l'oppression et le colonialisme. Et comme d'hab, on occulte le récit des femmes.
Donc, nous allons parler un petit peu de l'héritage de l'esclavage et de l'apparition de l'afroféminisme. Just so you know, ici on parle de l'esclavage qui a pris racine aux États-Unis, mais il y en a eu un petit peu partout dans les Amériques et même au Canada. C'est juste qu'au Canada, les esclaves étaient plutôt exploités comme domestiques, tandis qu'aux États-Unis, ils servaient plutôt de main-d'œuvre agricole. Donc leur vie était vraiment plus rough et plus courte aussi. La force du travail des femmes et des hommes était la même, mais le traitement et les punitions étaient souvent plus graves pour les femmes. Elles résistaient autant que les hommes à l'esclavage, mais elles subissaient aussi beaucoup de violences sexuelles et pouvaient s'enfuir moins facilement, surtout quand elles avaient de jeunes enfants. À ce propos, les femmes esclaves n'avaient pas de droit sur leurs enfants, c'était comme des veaux. On pouvait leur enlever n'importe quand leurs enfants. D'ailleurs, je ne sais plus trop à quel moment, mais un jour, les autorités coloniales ont décidé que c'était interdit maintenant d'importer des esclaves d'Afrique. Donc, évidemment, on se met à compter sur la fonction reproductive des femmes pour augmenter les effectifs des maîtres. Donc, ça faisait en sorte qu'une femme valait plus cher qu'un homme esclave parce qu'elle avait une force de reproduction de la force du travail. Puis, il y a du monde qui sont pas allés chercher bien plus loin que ça, puis qui se sont dit, voilà, les communautés noires, c'était un matriarcat. Puis, il y a même une enquête qui a été réalisée en 1965 qui a conclu ceci, ouverture de guillemets. On a imposé à la communauté noire une structure matriarcale qui la met en marge de la société américaine et qui l'empêche d'évoluer tout en écrasant les hommes. Fermeture des guillemets. Donc, les enjeux vécus par les communautés noires seraient, selon cette enquête, rien d'autre qu'un problème pathologique lié à l'absence de suprématie masculine. Parce que, comme chacun sait, on a vraiment besoin de ça dans nos sociétés pour que les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez qu'il y a tout un paquet de niaiseries qui ont été écrites à propos de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Puis, pour en venir enfin là, à l'afroféminisme et au mouvement anti-esclavagiste, qui furent principalement startés par des femmes noires, mais aussi des femmes blanches, la première société anti-esclavagiste est fondée en 1832 par des femmes noires à Salem, au Massachusetts. Quelques femmes blanches rejoignent aussi le mouvement. En 1833, la Société féminine de Philadelphie contre l'esclavage fut créée après la première convention de la Société anti-esclavagiste américaine. Parmi les hommes noirs militants, il y a pas mal juste Frederick Douglass, qui se déclare publiquement allié à la cause féministe et qui fait une couple de speeches, notamment à la convention de Seneca Falls en 1848, sur l'émancipation et le droit de vote des femmes. Puis c'est vraiment un des seuls dudes qui était capable de réfléchir à la liberté, pas juste d'une moitié de la communauté noire. Plusieurs penseuses abolitionnistes organisent chez elles des conférences, elles font des salons de femmes auxquels se joignent parfois quelques hommes qui sont curieux de voir ce qui se passe là. Ce sont surtout des femmes bourgeoises. Sans grande surprise, elles ont le temps d'organiser des trucs comme ça. Mais leurs idées influencent aussi les femmes ouvrières parce qu'il y a 1000 façons de faire des liens entre l'abolitionnisme et les mouvements ouvriers. Il faut comprendre que des femmes oratrices qui participent à des conventions abolitionnistes internationales, c'est du jamais vu. Les sœurs Sarah et Angelina Grimke, au début des années 1800 par exemple, mettent pour la première fois en relation l'oppression des femmes et celle des communautés noires. Elles disent « Tant qu'ils n'obtiendront pas leurs droits, en parlant des Noirs, nous n'obtiendrons pas les nôtres. » Il y a aussi Sojourner Truth, ancien esclave, qui s'exprime par exemple à la Convention nationale pour les droits des femmes en 1850 en faisant un immense burn à un homme qui racontait que les femmes, par leur nature fragile, n'étaient pas disposées à comprendre la politique parce qu'elles n'étaient même pas capables d'enjamber une flaque d'eau. Et le rétorqué à ça, moi, personne jamais dans ma vie m'a aidé à enjamber une flaque d'eau. J'ai labouré, j'ai engrangé, puis j'ai mis 13 enfants au monde. Qui ont tous été dispersés dans le pays à cause de l'esclavage, puis pourtant, je suis une femme. Et elle a montré son bras qui était vraiment shapé, et tout le monde l'a applaudi en fermant monumentalement la trappe au dude qui avait dit une pareille niaiserie. Et pour finir cet épisode, j'aimerais vous parler de 4 personnages importants de l'afroféminisme. D'abord, il y a Harriet Tubman, qui est née dans l'État de New York au 19e siècle. C'est une esclave qui s'est enfuie vers la liberté. C'était une militante féministe et antiraciste, et c'est une des figures de proue du Underground Railroad.
Après s'être elle-même enfuie après plusieurs tentatives et après une vie de mauvais traitements, elle a activement milité pour l'abolitionnisme et a aidé de nombreux esclaves à fuir à leur tour. Elle a aussi été infirmière pendant la guerre de sécession et elle a joué un rôle politique très important, notamment en fournissant certains renseignements essentiels et en faisant de la reconnaissance. Il y a aussi Sojourner Truth, dont je viens de vous parler, qui est née elle aussi dans l'État de New York. C'est une abolitionniste afro-américaine et une militante pour le droit de vote des femmes, née de parents esclaves. Elle a été mariée de force à un esclave plus âgé quand elle était jeune, et en 1827, elle décide de s'enfuir de la ferme de John Dumont, son troisième maître, pour trouver refuge au Canada avec Sophie, la plus jeune de ses filles, puisque son maître refusait de lui rendre sa liberté, même après l'abolition de l'esclavage dans l'État de New York. Il y a aussi Maria Stewart, qui est la première activiste noire au 19e siècle, qui s'adresse à un auditoire composé autant de personnes issues de sa propre communauté que de personnes blanches. Selon Agnès Berthelot-Raffort, le féminisme noir, tel qu'il a été développé aux États-Unis, présente une pensée de la résistance par le savoir, et ce, bien avant que Foucault théorise l'articulation entre le savoir et le pouvoir. Et il y a finalement Angela Davis, dont nous reparlerons plus amplement, qui est née en Alabama, comme je le disais. C'est une féministe et une communiste avec des valeurs pacifiques. Elle a été une membre active du Parti noir des Black Panthers dans les années 60 aux États-Unis. Elle a été enfermée à cause de sa militance, mais elle se lance quand même dans une carrière universitaire et politique ensuite. Angela Davis interroge beaucoup les barrages structurels qui empêchent les femmes noires d'accéder au système éducatif et de se faire une place comme étudiante puis comme professeure. Et Angela Davis a aussi été directrice du département d'études féministes de l'Université de Californie de Santa Cruz, en plus d'avoir été candidate comme vice-présidente des États-Unis pour le Parti communiste. Would have been nice. Elle a aussi été une des premières femmes noires de sa génération à suivre des études un petit peu partout en Europe. Donc, c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. On se revoit dans les semaines suivantes pour parler un peu plus amplement d'afroféminisme. Et je dois vous dire que je suis en ce moment en train de préparer un projet vraiment palpitant. Donc, je suis en train de mettre sur pied un podcast où j'accueillerai à chaque épisode des invités différentes qui viendront me parler de leur recherche féministe. Donc, je vous tiens au courant et on se revoit bientôt. À la prochaine et merci beaucoup pour votre écoute.